Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Sylvain Charlebois, The Food Professor. Salut Sylvain, merci d'avoir accepté l'invitation. On te suit depuis quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Tu es très dynamique, tu es très visible. Il faut dire aussi que l'actualité nous a offert des sujets où lesquels tu étais un des plus qualifiés au Canada pour en parler. Donc, c'était quand même assez intéressant. On peut commencer tout de suite avec le premier sujet. On t'a vu beaucoup la semaine passée sur les réseaux sociaux parler de la lettre qui a été écrite par rapport là, à la taxe Ouais. carbone. Je te laisse nous mettre en bouche un peu l'idée, puis quelle est ta pensée derrière ça? Bon, d'abord, les débats, il y en faut, hein, Ben oui. effectivement. Puis, en fait, le marché du carbone, c'est un concept, je pense, qui est mal compris par plusieurs personnes. Je pense qu'il est important de faire quelque chose. Les changements climatiques sont une menace réelle, surtout pour la filière agroalimentaire. Alors, de rien faire, à mon avis, ça serait une erreur. Mais actuellement, puisqu'on politise la taxe le carbone, puis il faut Mhm. rappeler aux gens que la taxe le carbone n'affecte pas le Québec et n'affecte pas la Colombie-Britannique non plus. C'est le reste du Canada qui, disons, s'objecte à cette politique-là, finalement. Là, on voit vraiment qu'il y a des groupes qui se mobilisent d'une façon ou d'une autre là, contre ou pour la taxe le carbone. Puis c'est pour quelqu'un qui essaie de comprendre, c'est devenu extrêmement difficile parce qu'on ne sait plus, on sait plus qui croire. Moi, je suis un chercheur, je suis dans le domaine de la science. C'est sûr que je m'intéresse plus à la science et ce que les scientifiques disent sur le sujet. Puis là, ben, justement, mes collègues ont co-signé une lettre et je connais la personne qui a écrit la lettre. Là. Cette personne-là, c'est Christopher Reagan du Max Bell School à McGill, à Montréal. Très, très compétent dans la matière, à mon avis. Par contre, quand on lit la lettre, il y a quand même quelques erreurs. Et c'est là que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que les co-signataires, puis il y en a eu 340 en passant, est-ce qu'ils ont vraiment lu la, la lettre et est-ce qu'ils ont compris exactement ce qu'ils signaient? Puis c'est là qu'on voit que vraiment les gens se positionnent d'une façon ou d'une autre sans nécessairement voir ou étudier les détails. Puis c'est un peu décevant. Puis quand on arrive avec cette lettre-là, justement, peu importe ce qu'on écrit à l'intérieur, il faut voir, je pense, en tant qu'académique, de quelle façon ça va être utilisé. Si cette lettre-là est utilisée à des fins politiques, justement, je pense qu'on a vu tout de suite les libéraux sauter sur la lettre, puis vous voyez, on fait bien, tout ça, parce qu'on sait que le débat est principalement de Poilievre et Justin Trudeau, évidemment. Ouais. Est-ce que les académiques se rendent compte qu'ils vont se faire utiliser par le politique quand ils signent cette lettre-là, ou ils s'en rendent compte juste après coup, ou ils s'en préoccupent pas, autrement dit? Ben, moi, je m'en rends compte, c'est sûr, parce que ça fait 25 ans que je fais ça, puis c'est pas la première fois. En fait, il y a des ministres qui ont utilisé mon nom à plusieurs reprises. Ouais. J'ai été d'ailleurs cité, ce qui a été vraiment incroyable ces derniers temps par rapport à la taxe sur le carbone, c'est qu'à la Chambre des communes à Ottawa, j'ai été cité 2 fois durant la même période de questions par 2 partis. Les conservateurs et le ministre Guilbeault qui répondait justement à un conservateur, un député conservateur. Alors, on voit vraiment, et M. Guilbeault, bien sûr, m'a mal cité. Ça a été c'est repris dans les médias. Là. Il a fait une erreur par rapport à notre interprétation de la taxe du carbone sur le coût de la vie. C'est là où je veux en venir par rapport à la lettre, c'est Mm. on mentionne justement qu'il y a une évaluation de la Banque du Canada qui suggère que la taxe sur le carbone n'affecte pas le coût de la vie. Or, moi, j'ai demandé à la Banque du Canada les calculs qui ont fait en sorte que la banque s'est positionnée là-dessus, là, puis c'est là que, et c'est sur les réseaux sociaux, on voit que
l'évaluation de la Banque du Canada, elle est extrêmement sommaire. Hein. On parle de 3 composantes de l'IPC. Mmh. Le gaz, l'huile de chauffage et puis le gaz naturel, des produits, des systèmes qui sont taxables à la consommation. On n'a jamais évalué la filière agroalimentaire, les autres produits aussi, des autres composantes de l'IPC, malheureusement. Alors, c'est pour Mmh. ça que là, quand je vois qu'il y a 340 scientifiques qui ont signé cette lettre-là, je me dis, ben, coudonc, ils ne savent pas ce qu'ils signent, ils ne comprennent pas Ouais. exactement ce qui se passe là, actuellement. Mais ce serait, sans vouloir être cynique, ce serait pas la première fois que ça arrive. On a parlé Yann, on a parlé il y a quelques épisodes, tu te rappelles, il y avait, je me souviens plus c'était dans le cadre de quel article, mais c'était Vincent qui nous avait parlé de ça. On a demandé à des académiques leur avis sur quelque chose un peu dans le même genre, et il y avait un article parodique, un faux article qui avait été inséré dans le questionnaire pour vérifier, dans le fond, si les gens lisaient pour vrai. Et il y avait comme Ouais, 33% des signataires de la lettre qui avaient affirmé avoir consulté cet article-là qui n'existe pas. En fait, c'était juste une manière de wow, contrôler est-ce que les gens ouais, qui remplissent le sondage lisent pour vrai les questions. Donc, l'article, en ouais. fait, n'existait pas. Ça, et ça, je pense, c'est quand même des bons trucs pour le faire. Mais dans un article de Radio-Canada qui date d'il y a 2 jours, on dit que Statistique Canada, eux, ils disent que on peut mesurer, je vous lis ce qui est écrit, de façon indirecte, la tarification du carbone entraîne une hausse des coûts sur d'autres biens, puisque les entreprises qui doivent la payer augmentent le coût de leurs biens et services pour compenser. Les montants varient selon l'industrie, mais Statistique Canada estime, par exemple, ces 2 exemples qu'ils donnent, ça aurait influencé le prix des aliments en hausse de 0,3 et des vêtements de 2. Et là, Ouais. ça m'amène peut-être à l'autre question que je voulais te poser. Peut-être c'était un choix de mots qui était un peu aléatoire, là, mais tu as dit, elle n'affecte pas le Québec. Ça, c'est un peu la ligne. En ce moment, les bloquistes disent ça. Là, Ben, il mais la n'affecte politique pas. fédérale n'affecte pas le Québec parce que, évidemment, le Québec a sa propre politique du marché du carbone. Mais Mais je pense que le marché du carbone, oui, c'est ça, mais nous autres, ce qu'on disait, c'est OK, mais tout ce qu'on importe qui vient des autres provinces finit par nous affecter d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, elle ne s'applique pas légalement, mais au final, si ça crée une hausse du prix des aliments, par exemple, ou une hausse du prix des ouais. vêtements, moi aussi, j'achète des vêtements, des aliments. Là, tu sais, à moins que le Québec vive en autarcie complète, elle finit par nous affecter là, indirectement, ou je ne sais pas ce serait quel mot qui serait le mieux d'utiliser, mais en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Ben ouais, non, ben, c'est drôle parce qu'avec la politique, on prétend toujours que le climat reconnaît les frontières. Je veux dire, Ben oui. ça n'a aucun bon sens, là. C'est pour ça que j'ai toujours préconisé, sans être un expert dans le domaine des sciences environnementales, parce que c'est pas mon domaine, là, moi, je pense que le Canada est très bien positionné pour devenir un champion du marché du carbone pour l'ensemble de la planète, parce qu'on a beaucoup à offrir, on a beaucoup de ressources, on fait beaucoup de séquestration de Mhm. carbone. Des On arbres. a on a une position très avantageuse par rapport aux autres pays. Donc, moi, à mon avis, le Québec, c'est vraiment la province qui a bien compris ça, mais il faut l'ensemble du Canada et du reste de la planète pour s'assurer que justement, on soit sur le même niveau, là, parce que là, actuellement, on émet à peu près 2 des gaz à effet de serre au monde et on pénalise nos entreprises. Et ça a été vraiment mon message Mhm. depuis plusieurs mois. C'est que moi, au détail, là, on a fait du travail au laboratoire, puis c'est très difficile de démontrer hors de tout doute qu'une taxe sur le carbone affecte les prix à l'épicerie. C'est pratiquement impossible parce que lorsque vous allez à l'épicerie, là, vous allez avoir des ventes, des loss leaders, vous allez avoir des rabais, tout ça, il y a Hmm. tout ça. Nos comportements affectent les prix, là. Ouais, 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 Si la exact. banane est très populaire, la banane va coûter plus cher. C'est pas compliqué, là. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que la corrélation entre la politique euh, liée au carbone et les prix au détail est impossible à établir. Par contre, c'est là qu'on a travaillé beaucoup, c'est sur les prix industriels. C'est là qu'on voit que vraiment la C'est moins marge entre l'impact. les prix industriels au Canada versus les États-Unis s'est rétrécie Hmm. drôlement depuis 2022.
Et c'est pour ça qu'avec les parlementaires et avec M. Champagne, avec qui on travaille, je parle beaucoup de compétitivité de Ben la oui. filière. Est-ce qu'on pénalise les entreprises, justement, et ils pourraient être poussés à aller ailleurs simplement parce que ça coûte trop cher opérer au Québec ou au Canada? C'est bien que tu parles du Mmh. prix de détail parce que c'est vers là qu'on voulait s'en aller aussi. La controverse qui a pas été initiée au Québec, qui a été initiée vraiment par le NPD au fédéral il y a plusieurs mois, d'identifier les géants de l'alimentaire canadien comme étant les responsables de l'inflation qui, quand tu regardes les chiffres, ça fait pas de sens. On vit de l'inflation alimentaire de 10 ou 11 pendant une certaine période, puis les profits de ces épiciers-là sont entre 2 et 4 tu sais. Quelqu'un Ouais, qui sait compter puis connaît un peu la finance voit tout de suite que l'argument ne tient pas la route. Mais le politique, l'argumentaire de leur côté, ben, c'est pas grave. Si on peut désigner un épouvantail, on va le faire. Fait qu'on a ouais, eu ce débat-là au fédéral, je pense que c'était plus cet été que l'NPD. Et ce débat-là a été transféré au provincial, Ouais, un peu avec Québec solidaire, mais ouais. beaucoup avec le Parti Et québécois à ça dure l'automne. encore, hein, Yann, juste excuse-moi de te couper, mais hier, excuse, Gabriel Nadeau-Dubois qui a mis ça sur son compte Twitter. Le nouveau PDG de l'Oblast reprend la relève de Galen Weston pour expliquer aux consommateurs que l'inflation délirante des profits et salaires des hauts dirigeants de chez l'Oblast n'a rien à voir avec l'inflation des prix. Et là, on met une capture d'écran là, sur Rappelons que l'Obla, c'est quelque chose comme 55 milliards de revenus par année. Là, tu sais, je veux dire, ouais. Là, Ben, le politique utilise beaucoup la démagogie et la rhétorique de ce côté-là. ouais. Par contre, des gens comme toi qui ont la capacité de l'expliquer, ce qui s'est passé, c'est plus dur de vous voir dans les médias. Tu sais, on vous cache un peu dans ces moments-là, j'ai l'impression. Ben, écoute, c'est un sujet sensible, puis ça fait des années qu'il y a ce malaise-là, profit versus sécurité alimentaire. C'est un malaise qui existait, mais que c'était pas explicite. Là, ça l'est en raison de l'inflation. Là, les gens là, sont très sensibles par rapport à la réduflation, à la déqualification et bien sûr à la ruse et à l'abus des bannières. Puis là, on scrute les salaires, on regarde les profits, etc. Mhm. Comme tu viens de le dire, quand on étudie les bilans financiers vérifiés, comptables, on réalise que les marges brutes sont à peu près les mêmes depuis 5 ans là, pour les trois grands de l'alimentation, donc Metro, Empire, Sobeys et puis Loblaws. Euh, mais il y en demeure pour moi, puis je le dis depuis toujours, est-ce qu'il y a de l'abus? Puis quand j'ai rencontré le Big Five là, avec M. Champagne et Mme Freeland à l'automne à Ottawa, je leur ai expliqué, je l'ai dit à M. Freeland, puis je ne sais pas si vous avez marqué, mais M. Champagne ne le dit plus, là, ne mentionne plus depuis cette réunion-là qu'il y a de l'abus dans le système. Il y a juste Jack Mincing au fédéral qui en parle, c'est tout. Là. Donc, c'est pour ça parce que j'ai mis 4 sur table. Il y avait Galen Weston, Michael Medline, Walmart, Costco, Éric Laflèche. Tout le monde était dans la même salle. Puis j'ai dit, il n'y a aucun indice qui nous porte à croire qu'il y a de l'abus dans le système. Par contre, et c'est pour ça que c'est difficile de voir ou de ne pas l'utiliser les gens qui sont frustrés, là, c'est que il y a eu de l'abus par le passé avec le fameux scandale du pain, par exemple. Oui. Et puis, tout récemment, on a réalisé que Loblaws était pour mettre fin à son rabais de 50 le rabais journalier pour les dates Ouais. d'expiration, etc. On voit qu'il y a de la coordination horizontale qui, à mon avis, crée un malaise. Là. Ils ne C'est sont là pas qu'à beaucoup, mon mais il y a une culture de fixation de prix dans le système qui crée un malaise. Fait que c'est pour ça que, tu sais, absolument. et est-ce que 22 millions de dollars pour M. Purbank est trop? Tu sais, vous et moi, on peut dire, ben, c'est des PDG. On est allé au Danemark pour chercher du talent pour remplacer Galen Weston. Il vaut 22 millions au moins. Mais on parle de bouffe ici, là. Tu sais? Ouais. Puis on parle d'un contexte inflationniste aussi, là. Puis Fait que on est sensible. Mais puis c'est je ça, reviens mais à Loblaws. Loblaws, au niveau des relations publiques, là, ils ont fait plusieurs erreurs depuis 3 mois. C'est incroyable. Est-ce qu'ils méritent la critique? À mon avis, oui. Est-ce que Bank mérite le 22 millions? À mon avis, oui. je pense que
le point, en tout cas, moi, que je note dans tout ça, c'est est-ce que ces gens-là sont à critiquer? Oui. Est-ce qu'il y a eu de l'abus, des problèmes de communication? Oui, très bien. Le bout où moi, puis j'ai aucun problème à ce qu'on fasse cette critique-là, puis qu'elle soit entendue, vue, démontrée. Mais le problème, là où j'ai un problème, c'est quand on a des partis politiques qui expliquent le phénomène monétaire qui est l'inflation par cette théorie-là qu'on a dans leur langage, on appelle ça la greedflation. Et c'est Ah pas moi ouais. qui le dis, c'est Jack Metzing qui le dit lui-même. Et là, nous autres, ce qu'on disait dans le podcast ici, en tout cas, on l'a rappelé plusieurs fois, comment ça que ces business-là ont entendu 2021-2022 avant d'aimer ça le profit? Ouais, Avant la pandémie, avant l'impression monétaire, avant qu'on inonde le marché d'argent, ces gens-là n'aimaient pas le profit, ils pratiquaient l'ascétisme et la modération. Et tout d'un coup, quelque part en 2021, ils se sont dit, ça y est, on commence à arnaquer les gens. Voyons, ça ouais. ne fait pas de Ben, sens les d'un gens point de sont vue. irrationnels. À chaque jour, je vous garantis, à chaque jour, je reçois un courriel de quelqu'un à quelque part au Canada qui m'envoie 2 photos du même produit. Une photo chez Walmart ou Costco, peu importe, puis l'autre photo chez Loblaws. Le même produit, un est moins cher que chez Loblaws. Puis on me dit toujours, comment ça se fait que Loblaws abuse du monde, gonfle ses prix? Là, je me dis tout le temps, coudon, est-ce que les gens ont pris des cours d'économie, de distribution Mmh. alimentaire? Non, C'est tout à fait normal de voir le même produit à deux prix avec un différents. prix différent. Sinon, si on exige toutes les bannières à suivre le même cadre de prix, ben ça s'appelle, il y a un mot à ça, ça s'appelle le communisme. Tu sais, On s'entend. c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont absolument irrationnels avec le débat actuel, incluant les politiciens. Alors, c'est pour ça que on ne vit pas un bon moment actuellement. Et ça fait déjà 1 an que j'espère que ça Ouais. va finir, là, mais Mais il y a allons-y. beaucoup de choses qui se disent que je trouve qui sont absolument Mais tu sais, inutiles. il y a Jack Metzing, excuse-moi Yann, mais Jack Metzing, Gabriel Nadeau-Dubois, je veux dire, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas d'éducation, ce ne sont pas des gens qui sont illettrés. Je veux dire, ils ont des gens autour d'eux qui ils doivent bien savoir, au fond d'eux autres, que l'inflation n'a pas été inventée par l'Oblast. Je ne peux pas croire qu'ils croient ça pour vrai. Là. Non, mais oublie pas une chose, oublie pas une chose. Je viens de te dire que je reçois des courriels, OK, avec 2 photos, même produit, 2 prix différents. Ces photos-là vont aux politiciens aussi, là. Les Je pensais politiciens, que tu allais c'est nous sûr dire que que les c'était. Je politiciens pensais que tu allais reçoivent nous des. dire que c'était Jack Met qui t'avait envoyé ces deux photos-là. J'allais trouver ça J'ai particulièrement j'ai délicieux. rencontré Jack Minsing 2 fois. On s'est parlé, très gentil, mais c'est sûr, c'est un politicien. Exact. Lui, son rôle, c'est d'aller chercher l'opinion publique. C'est ça son rôle. Et puis, les politiciens au Québec, c'est la même chose, là. Fait que c'est pour ça que c'est Mm. Monsieur Dubois, par exemple, lui, il va dire des choses pour aller chercher le support du public, là. Puis il sait très bien que beaucoup de gens pensent que la margarine au Québec devrait être vendue au même prix partout. Il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Fait que lui, Exactement. si son rôle, c'est de chercher un support politique, ben, il va dire ça. Il va dire que ça n'a pas d'allure qu'une bannière vend le même produit Mm. à un prix différent de l'autre. Écoute, c'est le fun. On est dans un endroit où ce que les gens comprennent ces morceaux-là. Donc, on n'a pas ce bout-là d'éducation à faire. Les gens vont comprendre ce que tu vas nous dire. On va te poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là au niveau des prix des aliments? Pourquoi on a vécu de l'inflation alimentaire de 10 à 11 puis même de l'ordre de 25 sur certains produits très spécifiques? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là qui a amené ces changements-là? Puis est-ce qu'on peut revivre ça dans le futur? Puis comment on fait pour s'en protéger un peu là, de ces variations de prix-là très importantes? Oui, ben, c'est sûr que c'est une bonne question. Écoute, c'est pas compliqué. C'est plusieurs facteurs macroéconomiques qui se sont relayés, finalement, sur 4-5 ans. En commençant par la COVID. La COVID a incité les gouvernements à dépenser énormément, pas juste au Canada, mais partout dans le monde. Donc, il y a un contexte mondial. Et puis, je dois rappeler à vos auditeurs que le Canada a toujours eu un des taux d'inflation alimentaire les plus bas du G7. OK. Tu sais, Et il y en a pourquoi, qui hein? ont. Pourquoi c'est comme Puis, ça? ben, en fait, il y a une bulle de sécurité alimentaire en Amérique du Nord parce que les États-Unis ont eu le taux d'inflation le moins cher.
Et les politiciens n'ont pas été épargnés non plus, là. Mais l'Amérique du Nord produit beaucoup de denrées et transforme beaucoup de denrées. C'est pas comme en Europe. Puis en Europe, bien sûr, eux sont exposés à plusieurs. Moi, j'ai vécu en Europe pendant quelques années, puis l'Europe, c'est compliqué, là. Dès qu'il y a un conflit à quelque part, là, ils peuvent être affectés, puis c'est ce qu'on a vu avec l'Ukraine. Donc, il y a eu la COVID, dépenses publiques, comme on n'a jamais vu, ralentissement et affaiblissement des chaînes d'approvisionnement en raison des mesures sanitaires et tout ça, là. Donc, ça a coûté plus cher à transporter, à faire quoi que ce soit. Et bien sûr, en février 2022, c'était la catastrophe en Ukraine avec l'invasion. Et par après, bien sûr, avec le gonflement, puis on le voit tout le temps, avec le gonflement des intrants, du prix des intrants, ben, est venue l'inflation. Et avec l'inflation, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on augmente les taux d'intérêt. Fait que là, c'est sûr que là, depuis 2, 3 ans, on vit l'enfer. La planète vit l'enfer, pas juste le Canada, mais la planète vit l'enfer. Fait qu'à 11 à l'épicerie, tu sais, on s'en est sorti pas si mal, mais c'est sûr qu'on peut pas le dire devant une caméra là, à Exact. TVA ou à Radio-Canada parce que les gens vont nous tirer en disant mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Mais le gros problème qu'on a actuellement, c'est une question de perception. Il y a 2 semaines, là, on a demandé aux Canadiens, depuis 4 ans, depuis le début de la COVID, quel est le pourcentage? Je l'ai même demandé à Paul Arcand. J'ai posé la question à Paul Arcand à son émission la semaine passée. Je lui ai demandé combien en pourcentage que les prix alimentaires ont augmenté depuis le début de la COVID, toutes catégories confondues. Je vous pose la question, messieurs. Le global total, ça doit être 22 à 25 à peu près. Vous avez fait vos devoirs. C'est 23 ouais. Mais en demandant aux Canadiens, on a demandé à 8000 Canadiens, la réponse moyenne est de 78 Ouf! Hein? Ouais. OK, ils se Fait pensaient que en les gens, Argentine, eux autres, là. fait que les gens, quand ils vont à l'épicerie, là, ils pensent sincèrement que les prix n'ont pas doublé, mais presque, là. Fait que c'est pour ça que, puis quand j'ai écrit mon article dans la presse il y a quelques semaines en disant qu'il y a des produits alimentaires qui sont moins chers qu'avant la COVID, là. Moins cher. Il y a des gens qui m'ont écrit qui me disaient que je suis frauduleux, j'offre de la mauvaise information au public, qui ne croyaient pas. Puis c'était des données de Statistique Canada, ils peuvent vérifier eux-mêmes, là. Fait que c'est pour ça qu'on voit, et ça, je l'ai dit, je le dis à plusieurs groupes depuis quelques semaines, c'est le plus gros problème dont fait face les épiciers, l'industrie alimentaire, c'est qu'actuellement, les gens pensent que c'est hors les produits, là, l'épicerie n'est pas accessible. C'est trop cher. Puis tu qualifierais l'industrie canadienne présentement? On sait, on a 5 joueurs majeurs. C'est quoi? C'est 80-90% du marché qui était ces 5 joueurs-là. Là. C'est quand même pas beaucoup de joueurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de fusions-acquisitions dans les dernières années qui a mené à ça. Est-ce qu'on est à une fusion d'être vraiment dans le trouble et de manquer de compétitivité dans notre marché, ou c'est un marché que tu considérerais sain présentement? Moi, je le vois pas comme ça. La façon moi je le vois, d'abord, tu sais, je l'ai toujours dit au ministre Champagne, tu sais, oui, on a toujours besoin de plus de compétition. Tu sais, même si l'inflation est à moins 5 on a besoin de compétition. Je veux dire, qui Ah va oui, être contre la compétition? Tu sais? exactement. Fait que mettons ça de côté, cet argumentaire-là, qui, à mon avis, qui est un argument très faible. Allons-y avec le marché. Donc, quelles sont les conditions du marché qui peuvent faire en sorte que la compétition augmente? Et quand je regarde le marché canadien, là, on est en très mauvaise posture. Le PIB par capita est en baisse depuis 3 trimestres. OK? La population augmente, mais l'économie, en fait, avance à peine comparativement aux États-Unis où l'économie est en feu, là, en feu, en feu. L'autre chose qu'on s'est aperçu, c'est que les gens dépensent moins à l'épicerie. Je le répète, les gens dépensent moins à l'épicerie, malgré les prix plus élevés. Contre-intuitif comme argument, mais c'est ce qui se passe. Ben, on le Les gens voit avec arrivent. les Provigo au Maxi, par exemple. On a vu beaucoup de gens. En fait, on voit l'Obla agir de cette façon-là. Il y a des Provigo qui ferment, il y a des Maxi qui rouvrent.
Je C'est pense que ça ça. parle quand même beaucoup de ce côté-là. Je pense qu'il y a eu au Québec, je me trompe peut-être, mais les chiffres, au moins 60 conversions avec Ouais. Maxi et puis Super C. C'est Mhm. pour Métro. Là. C'est vraiment, là, c'est incroyable ce qui se passe au Québec. Les consommateurs négocient à la baisse. Actuellement, un consommateur québécois dépense 248 par mois à l'épicerie. OK? Ce montant-là était à 307 il y a 3 ans. Hein? En dollars réels, là, en dollars, pas en dollars constants, en dollars réels. Oh oui! Mais pire, selon nos calculs, pour maintenir une diète santé, il faut dépenser 339 par mois actuellement OK. versus 248. Vous Ouais. comprenez Les gens l'écart? Le ont choix coupé des sur aliments. les gens ont coupé sur la qualité, la quantité. Ils vont ailleurs. Ouais. Ils vont pas à l'épicerie, ils vont ailleurs, ils vont au magasin du dollar, à la pharmacie, euh, Ouais. d'autres épiceries là, Ouais, ou les d'autres tirs places pour géants et acheter. autres, C'est là, ouais, ça. c'est ça. Et c'est un gros problème. Fait que, admettons, là, on est Aldi ou Lidl aux États-Unis ou Carrefour, peu importe, Ouais. là, une entreprise qui regarde le Canada là, comme un marché potentiel pour y investir. En regardant ces données-là, là, c'est pas encourageant. Là. Tu sais, Exact. la population augmente, mais les gens s'appauvrissent. Tu sais, Ouais, je comprends. c'est le sujet de mon article dans la presse de demain matin. Puis, tu sais, ça me préoccupe énormément. Là. Le Canada s'appauvrit. Là. Un épicier ne viendra jamais au Canada si le Canada s'appauvrit. Hmm. Mmh. Ouais, effectivement. Écoute, c'est des Il y a trucs qui sont quand Ouais, même j'ai ajouté assez parlants. parce que puisque vous êtes vous adorez de parler d'économie, c'est rare que je parle à du monde qui adore parler d'économie. Mais, tu sais, le vecteur, OK, qui pousse le PIB à la hausse actuellement, là, il y a un secteur qui pousse le PIB à la hausse actuellement, c'est le secteur public. OK? Le Mmh. secteur public, il y a beaucoup de nouveaux emplois là, dans le secteur public, Mhm. mais ça prend 4 postes au privé pour supporter un poste au public. Fait que c'est là que ça marche plus, là. Il y a quelque chose qui est complètement brisé actuellement au niveau de l'économie qui va faire en sorte qu'on ne peut pas augmenter la compétition au sein de notre filière agroalimentaire. Non, c'est clair que c'est bouchonné de ce coin-là. Tout à l'heure, tu parlais des photos que tu recevais. Je suis sûr qu'il y a un autre truc que tu reçois souvent. Et ça, c'est, Yann, on en parle souvent dans le podcast, comment notre perception de justement d'une donnée statistique peut être déformée individuellement. Là. Puis je m'explique, c'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, bon, cette année, il y a eu, on va dire, 7,5 d'inflation. Et là, les gens, comment ils calculent ça dans leur tête, beaucoup de personnes, c'est ouais, mais t'as peu. Moi, j'ai acheté une livre de beurre, 3 piastres. Là, elle est rendue à 7,59. Ça, c'est pas 8 donc les chiffres sont faux. Ouais. Je suis Oh, sûr ouais. et certain que tu reçois ce genre de message-là. Et on en reçoit aussi, là. Ce genre de truc-là. Les données sont faussées. Tout ça, c'est inventé. Mais là, on dit, ouais, mais le calcul de l'IPC, ce sont C'est une des moyennes. moyenne, ben c'est ça. C'est une moyenne. Puis même l'autre fois, tu faisais dans un de tes articles, tu disais qu'il y avait étonnamment des prix qui avaient baissé aussi. Là, tu sais, les amandes, le Ouais, porc, je pense, des trucs comme ça. Tu sais, puis ça, ouais. notre cerveau, ben, étant comme il est, on le verra pas, ça. C'est parce que Non, ça te choque pas quand un prix baisse. Tu es juste agréablement surpris ou à la limite, tu le remarques pas. Mais quand ouais. il augmente, fait que tu sais, il faut quand même je pense que tu œuvres dans. Ben, je sais pas ce que tu penses de ça, mais je pense que tu œuvres dans un domaine où tu dois constamment un peu avoir à travailler avec des perceptions qui sont un peu, ou tu sais, des affirmations, tu disais contre-intuitif tantôt, mais je pense que c'est un peu ça. Tu sais, c'est que je pense que notre tête nous joue des tours à bien des niveaux quand on parle de hausse de prix ou de l'inflation, là. Oh, oui, absolument. Moi, je donne beaucoup de conférences à des groupes communautaires. Moi, j'adore ça, là. C'est pas juste à des groupes dans le domaine agroalimentaire, mais surtout à des groupes communautaires, des clubs optimistes, Club des Lions, ces affaires-là. Moi, j'adore ça, là, parce que c'est là qu'on va dans le concret. Puis, comme chercheur, moi, je suis capable de mieux comprendre quelles sont les préoccupations des gens, tu sais? Pas juste sur les réseaux sociaux, là. Les réseaux sociaux, c'est vraiment comme c'est pas la Non, non. vraie vie, ça, là, on le sait bien, là. Mais quand on parle aux gens, puis c'est sûr que quand je parle, je garde en considération ce que les gens leur propre réalité personnelle qui, eux, pensent que leur réalité personnelle, ben, c'est la réalité pour tout le monde.
Si, je sais pas moi, les œufs sont trop chers dans leur marché, les œufs sont trop chers partout. Point. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que ça prend plus. Pour ce qui est de la communication là, avec le public, il faut prendre toujours un recul. Puis des fois, c'est sûr, depuis 4 ans, j'en ai raté. Là. Il y a des fois que j'ai dit des choses, puis là, ben, ah ouais, c'est perçu comme ça, c'est vrai. C'est vrai, il faudrait que je fasse attention. Mais c'est beaucoup plus sensible aujourd'hui que juste il y a un an. Là. On voit vraiment que les gens sont beaucoup plus sensibles. Puis dès qu'on dit quelque chose, on est biaisé. Ça, Moi, on je, le Ouais. voit je- beaucoup de ton côté, je pense. Hein? moi, je suis sur le salaire, j'étais sur le payroll de Loblaws depuis. J'attends toujours mon premier chèque, là, le salaire que je Ouais. fais sur le payroll de Loblaws. Ah, nous autres aussi, on a assez hâte de recevoir les chèques de tout le monde qui supposément nous paye, là, Nous les autres, c'est les pétrolières. pétrolières, les frères Koch. Ouais, j'imagine, Écoute, vous parlez beaucoup d'énergie, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, vous êtes. Ouais, c'est ça. ouais, Ouais. c'est ça, les grandes gazières. Écoute, peut-être une autre question qui me passe par la tête comme ça, que, tu sais, moi, quand il y a eu la pandémie, une chose qui m'a frappé, puis je pense là-dessus, je suis comme un peu en porte-à-faux avec plein de politiques qui s'expriment sur le sujet. Moi, j'ai été frappé par la force quand même des chaînes d'approvisionnement. Puis je m'explique. Quand on est allé à l'épicerie, quand je suis allé à l'épicerie dans le début de la pandémie, je me souviens d'une ou deux fois où c'était relativement dégarni et où je me suis dit, ouais, Hmm. il se passe quelque chose. Ça a duré 2 semaines, 3 semaines, et après ça, on est revenu quand même à, tu vas à l'épicerie, c'est quand même, c'est très garni, il manquait pas de viande, il manquait pas de nourriture sur les tablettes. Il manquait de papier de toilette. C'est ça, il y a eu des petits trucs, il y a eu Ouais. des petits trucs Ça, c'est une autre sectoriels. histoire. C'est une Ouais. autre histoire. Par contre, après le discours des politiciens, dont entre autres François Legault, je l'ai entendu encore récemment parler de ça, que là, il fallait s'en aller dans l'autonomie alimentaire, la patente alimentaire, parce que lui, la pandémie lui avait donné la peur qu'on allait mourir de faim. Et moi, j'écoute ce discours-là sur l'espèce de vision un peu là, romantique, là, agro-catholique québécoise, là, tu sais, Ouais. on va faire le retour à la terre maintenant, bon, on va faire pousser des ananas à la Côte-Nord, puis, tu sais, je sais pas, je sais pas ce que tu penses de ce discours ambiant-là qui, étrangement, ça, c'est quelque chose qui touche des gens autant de gauche comme de droite, comme de centre. Tu sais, quand tu joues sur une espèce d'insécurité comme ça, de dire aux gens, ça se peut qu'on meure de faim, c'est pour ça qu'il faut soutenir notre agriculture, il faut être local, il faut manger local. Je sais pas, il y a comme un discours là-dedans. Je dis pas que c'est dénué de toute bonne foi ou tu sais, de bons principes derrière ça, mais il y a quelque chose, moi, je trouve, d'un peu inquiétant dans ce discours-là, là, tu sais, de laisser planer qu'on va mourir de faim du jour au lendemain si on ne commence pas à faire pousser nos propres fraises ou je sais pas quoi. Ouais. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, là, mais tu dois l'entendre aussi, ce discours-là. Là. Ouais, c'est sûr, tu sais, il y a un équilibre à établir. Je peux comprendre vos inquiétudes à ce niveau-là, parce que comme vous, moi, je crois au marché. Je crois aux forces du marché, c'est clair. Par contre, moi, je dois dire, d'abord, je suis un gros fan d'André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture au Québec. Je dois le dire. Là, il a été sur mon podcast, puis c'est un gars que j'admire énormément. Puis un de ses, une de ses victoires, à mon avis, c'est la politique d'autonomie alimentaire du Québec. Tu sais. Pourquoi? Parce que, tu sais, dans le fond, une politique va rallier les gens, va rallier la filière autour de buts, d'objectifs collectifs. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça l'idée d'une Mm. politique. Puis moi, j'ai toujours trouvé, quand que je donne une conférence à Vancouver, à Calgary, Edmonton, Winnipeg, je vais être à Saskatoon la semaine prochaine. J'utilise souvent le Québec comme un modèle, je vais vous dire franchement, là, parce que, tu sais, on peut parler d'autonomie alimentaire, mais il en demeure pour moi que la richesse au Québec dans le domaine agroalimentaire se crée par le commerce international. Là. Puis on le voit avec le porc actuellement. Là, on veut relever la filière porcine parce que justement, le porc, c'est une filière importante pour l'international. Mais je pense que j'ai toujours cru que le monde mérite un peu du Québec dans leur assiette, puis vice-versa. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec une politique d'autonomie alimentaire, c'est qu'on rallie non seulement la filière, mais les gens aussi, les consommateurs. On a eu la chance de travailler avec Aliments du Québec, puis la campagne d'Aliments du Québec, à mon avis, a bénéficié aux Québécois. Pourquoi? Parce que un Québécois ou une Québécoise va rechercher proactivement des produits du Québec. Ça ne veut pas dire qu'il va les acheter,
C'est pas ça qui est, à mon avis, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'ils reconnaissent l'importance de l'agriculture. Quand on va ailleurs au Canada, là, même ici en Nouvelle-Écosse, là, les gens, là, tu sais, oui, c'est important de supporter les producteurs. Oui, c'est important de produire ici, mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi. Puis ils disent, ouais, tu sais, moi, je vais avoir mon ketchup d'ailleurs. Puis, tu sais, il n'y a pas de sensibilité, il n'y a pas de débat. Tu sais, au moins Ouais, au je comprends. Québec, il y a des débats intéressants, tu sais. Mais c'est sûr, je peux comprendre pourquoi vous êtes inquiète parce que c'est sûr que d'aller local à 100 c'est la souveraineté alimentaire. Puis la souveraineté alimentaire va appauvrir une économie en dedans de 2 minutes. Là, Ben tu sais. oui. Mais Mais c'est l'équilibre qui est établi par une politique ouais. explicite. C'est ce qui Ben, m'intéresse le plus. ben, je comprends ton point. C'est juste, moi, le bout qui me dérange un peu là-dedans, c'est une certaine hypocrisie de, tu sais, on est très fiers que de justement, si on peut exporter nos produits, tu sais, on trouve très bien que notre porc, par exemple, s'en va ailleurs, notre sirop d'érable ou d'autres produits qu'on fait. Par contre, nous, il ne faudrait pas consommer ce qui vient de l'extérieur. Moi, je n'achète pas ce discours-là. Si on est dans le marché, on est dans le marché. Ça implique que tu peux consommer des produits d'ailleurs si tu veux que les autres consomment les tiens. Sinon, c'est pas une économie de marché. Je ne sais pas ce que c'est, mais on peut pas. C'est sûr, c'est sûr qu'il y a un peu d'hypocrisie, là, je dois l'avouer, là, au Québec, là, qui est venu souvent par l'Union des producteurs agricoles, que j'adore. C'est sûr que souvent, quand on va dans des congrès, des conférences au Québec, particulièrement, parce que moi, quand on me demande de donner une conférence, je sais très bien que quand on me demande d'aller sur la plateforme puis de parler, c'est parce que je sais très bien que les gens veulent entendre des choses qu'ils ont besoin d'entendre. Tout à Au fait. Ouais, je Québec, comprends. dans le domaine agroalimentaire, que ce soit à Trois-Rivières, à Drummondville, à Saint-Hyacinthe, à Montréal, à Québec, souvent, on va engager des gens pour nous dire ce qu'on veut entendre. Ça mène à rien. Fait que le local, la locale, ça vend. Tu sais, comme on dit en bon français, motherhood and apple pie. Qui va être contre le local? Qui va être contre le local? Tout le monde est pour le local. Ouais. Mais ce que tu parles, toi, là, c'est d'être réaliste économiquement, dire pour enrichir le Québec, il faut miser sur l'exportation parce qu'on a beaucoup à offrir au reste du monde. Mais souvent, on n'a pas le droit de dire ça sur une plateforme. On n'a pas le droit de le dire trop fort. Ah, exactement. Écoute, je pense qu'au niveau agroalimentaire, moi, je suis en faveur de l'ouverture des frontières. Il y a beaucoup de tarifs qui s'appliquent au niveau alimentaire que j'apprécie pas, que je pense qu'on a une perte d'opportunité pour justement baisser le prix un peu dans nos assiettes, augmenter la diversité alimentaire également. Moi, j'ai dans ma tête que les frontières, c'est quelque chose d'un peu artificiel. Puis normalement, tu devrais produire la nourriture à l'endroit que c'est le plus productif de le faire. Mm. Donc, c'est logique que nos terres sont un peu plus Ouais, puis je arides. regarde le prix du cacao ces temps-ci. J'ai l'impression que ça va être peut-être intéressant d'en produire au Québec dans les prochains mois. Ça coûte Ouais, trop c'est ça. cher. Mais tu sais, c'est une opportunité. Là. Tu sais, il faut quand même garder l'esprit ouvert. Ton point est très, très valide. Là. Mais moi, j'aimerais ça comprendre dans les derniers bouts du podcast un peu, qu'est-ce que tu fais vraiment comme recherche? Parce qu'évidemment, on connaît Sylvain Charlebois qui est dans les médias, qui parle Mhm. des enjeux que nous, on a. Mais j'ai pas de misère à penser que ces enjeux-là, c'est pas nécessairement ce qui t'allume beaucoup dans tes recherches. Qu'est-ce que tu vas faire à l'Université de Dalhousie au niveau de la recherche de ton côté? Quel type de formation tu as? Quel type Ouais. de gens tu vas engager dans tes recherches? Qu'est-ce qui t'allume pour de vrai? Puis même si c'est un peu flyé pour le monde, là, c'est. Ben, d'abord, tu sais, moi, je suis un chercheur très public. Là, pour les gens qui veulent savoir ce que je fais comme recherche, ils ont tout simplement qu'à aller sur Google Scholar. Google Scholar, c'est vraiment comme la Bible de la recherche là, qui est accessible à tout le monde. Mhm. Puis vous pouvez aller voir tous les articles que j'ai publiés depuis les 25 dernières années. Là. Puis il y a des articles qui sont gratuits, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais tout simplement me communiquer avec moi. Puis ma job, c'est de publier. D'abord et avant tout, ma job, c'est d'enseigner. J'enseigne 2 cours par année à maîtrise. Et puis aussi, je fais de la recherche. Je mène un laboratoire. On a environ une quinzaine d'employés, dépendamment du nombre de projets qu'on a. Là. C'est à peu près 15 en moyenne. Là. Mais j'engage pas juste des étudiants de DAR, j'engage des étudiants de partout,
D'ailleurs, je pense que j'en ai 4 au Québec présentement. Parce OK. qu'on est un laboratoire de chercheurs en sciences sociales. On n'a pas un laboratoire Ouais, avec des échos physique. vertes. Oui, c'est ça. C'est un laboratoire virtuel, finalement. Fait que Ouais. j'ai des gens à Vancouver, j'ai des gens à Winnipeg qui travaillent pour nous sur toutes sortes de projets. J'en ai un à Western en Ontario. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Dépendamment des projets qu'on veut faire, on va chercher les meilleures personnes pour y travailler. Puis vous Moi, devez cruncher l'université, beaucoup de chiffres de votre bord, là, parce que ouais. si on veut L'autre analyser chose les qu'on prix et tout fait, ça, là. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on a des partenaires comme Léger Marketing, Cattle et puis Angus Reid qui nous donnent des données à tout bout de champ, là, comme, je sais pas moi, je vous donne un exemple. Actuellement, on veut savoir, tu sais, combien il y a de personnes à la maison qui mangent un produit qui pensent qu'il serait peut-être pas salubre, mais sont forcés à le manger parce qu'ils n'ont pas d'argent. Genre, là, tu sais, OK. c'est un contexte de salubrité et de sécurité alimentaire. Ben, tu sais, on demande à un de nos partenaires de sonder les Canadiens. On fait le questionnaire et après 2 semaines, ben, on a des résultats très, très intéressants. La dernière étude qu'on vient de publier, c'est sur Ozempic, sur les drogues GLP-1. On voulait savoir l'utilisation des médicaments comme Ozempic, est-ce que ça va avoir un impact sur les choix alimentaires à long terme? Fait que ça, Hum, c'est une étude qu'on a intéressant. décidé de faire parce que ça a une implication, ça a peut-être des conséquences pour l'industrie. C'est ce genre d'affaires-là. De façon ad hoc, on s'intéresse à toutes sortes d'affaires, mais souvent, à la base, ce qu'on veut faire, c'est de publier. C'est ce qu'on fait. Fait que ce que vous Hum. voyez à la radio, ce que vous entendez à la radio, ce que vous voyez à la télévision, c'est vraiment comme en surface de ce qu'on fait, là. Ben oui, c'est sûr. Moi, je vais parler de choses qui intéressent les gens parce que, moi, j'ai une très bonne relation avec les médias. Si les journalistes me posent telle question, je me dis, OK, c'est, c'est de ça dont les gens veulent parler. Ça m'intéresse peut-être pas, mais ça intéresse les gens. Et si ça intéresse les gens, ça m'intéresse. C'est comme ça. Hum. Mais souvent, les chercheurs, le problème avec le système de subvention qu'on a actuellement, c'est que les chercheurs qui veulent sauver le monde de lui-même, là, ils veulent sauver les. Ouais, ouais. Souvent, les chercheurs, sont sur une mission, là. Puis ils s'intéressent à quelques Ouais. aspects parce qu'ils pensent que la société devrait s'intéresser à ça. Moi, je pense que c'est le contraire. On devrait entendre, écouter les gens et développer un agenda de recherche par rapport à ce qu'on entend du peuple. Ah, Ça me parle, ça. écouter les gens en 2024, c'est quasiment d'extrême droite, ça. Faut faire attention, là. Les gens, Moi, je suis c'est payé dangereux. Ouais. par les payeurs de taxes de la Nouvelle-Écosse, puis on reçoit des subventions du fédéral et de différentes provinces. C'est notre devoir d'écouter le monde. On ne peut Hum. pas commencer à décider, ben, selon mes connaissances, c'est ça qu'on a besoin ou c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Ça serait trop simple, mais le problème, c'est que je connais beaucoup de collègues qui font ça. Hum. Mais ils ne sont pas devant une caméra, par exemple. On a Ouais. parlé un peu peut-être en conclusion, parce que tu t'amènes le sujet, mais dans lundi, en fait, on a publié un podcast où on parlait d'une chercheuse française qui dénonçait le militantisme dans les chaires de recherche à l'université. Puis on en parlait aussi avec Vincent Gelozo, avec qui on collabore sur une base assez régulière. Puis, tu sais, lui, il disait euh, qu'un bon test pour savoir si quelqu'un faisait du militantisme et qui n'était pas d'abord dans la recherche de la connaissance, c'est de voir si il publie des résultats qui sont contraires à son idée de base qui avait été son a priori. Puis là, il faisait une liste d'articles. Il disait, Ouais. ben, quand j'ai commencé à étudier telle affaire, j'étais sûr qu'on s'enlignait plutôt vers ça. Finalement, ça m'a démontré que j'avais pas raison. Puis j'ai publié l'article. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive, ça, quand tu fais Ça vient de m'arriver tout des... récemment. On a reçu une subvention pour étudier l'impact de la taxe du carbone sur les prêts alimentaires. Et puis, moi, je pensais qu'il était pour avoir un impact. Puis après plusieurs mois, on a réalisé que c'était impossible de mesurer quoi que ce soit. Fait que ça m'a déçu, mais on a publié l'article.
Fait que dans le Tu sais? fond, c'est que c'était pas. Je peux pas dire qu'il y a un impact, je peux pas dire qu'il n'y a pas d'impact, je peux juste Ben, dire puis que c'est tellement multifactoriel c'est que. tellement dur de publier un article qui dit rien, hein. Je veux dire, Ouais. tu sais, dans le fond, ben, faut être réaliste, tu sais, on peut pas inventer des données, là, tu sais, Ben oui. Ouais. ben, tu sais, pour venir à un j'ai eu un débat récemment sur X avec Luc Godbout. Luc Godbout, c'est un fiscaliste à l'Université Mhm. de Sherbrooke qui est assez connu au Québec, là. Oui, oui, Ouais. oui. C'est un signataire de la lettre sur la taxe sur le carbone, là. Mhm. Il est un des 340, puis, tu sais, lui, il vient de Sherbrooke, puis moi, j'ai fait mon doctorat à Sherbrooke aussi. Puis, tu sais, il me dit, ben, moi, j'ai comme un peu mis au défi certains chercheurs en disant, ben, tu sais, l'indépendance intellectuelle sur les campus, là, c'est un mythe, là. On Ouais. s'entend que c'est un mythe, là. Fait que là, Mhm. Luc, il m'a contrarié sur X en disant, ben non, on est indépendant. Puis ma réponse à Luc, c'était très, très simple. Il y a de l'indépendance intellectuelle sur les campus, en autant qu'on fit avec la gang. Exact. Mhm. Je pense qu'on va conclure avec ça. Ouais, J'aime beaucoup. c'est très bon. Merci. Merci Sylvain d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser l'auditoire de parler de. Je pense que c'est des sujets qui concernent tout le monde, là, la Ah hausse des ouais. prix à consommation, même là, tu sais, le débat, on le voit en ce moment, là, c'est en train de. Au début, on disait c'est un peu conservateur, libéral, mais tu sais, là, même, là, tu vois, le NPD dans certaines provinces sur l'embarque sur la taxe carbone aussi. C'est en train de devenir un peu un genre de ralliement anti-Trudeau, cette affaire-là, là. Donc, Ouais. ça va être à suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais merci beaucoup de nous avoir jasé sur ces sujets-là. Ben, merci de m'avoir invité. Yes.